Bonjour à tous et bienvenue à la maison à MT71 et à ce quatrième webinaire. Vous allez pouvoir poser des questions tout au long de l'intervention et vous aurez les supports à l'issue de la présentation sur le site mt71.fr. Voilà. Alors, je vais essayer de lancer le support. Voilà. Voilà, donc je vous propose de réfléchir quelques minutes sur la question des RPS en ces temps de crise, de reconsidérer le management et la gestion du stress de vos collaborateurs. Je crois que la situation est assez déstabilisante et les repères que les managers peuvent avoir pour effectuer leur mission de management en temps normal sont mis à mal. Et voilà, de prendre un petit instant pour réfléchir à la façon de faire au mieux, parce que voilà, on ne pourra pas forcément faire toujours exactement dans les règles de l'art, mais au moins essayer de faire au mieux pour la santé de tous. Bon, alors, j'ai un petit problème pour avancer les diapos. Bon, on va commencer par évoquer ce que sont les risques psychosociaux en temps normal, si on peut dire, de voir tous les facteurs qui existent dans une situation entre guillemets normale. On réfléchira deux petites slides sur ce que c'est que la crise et puis on viendra au fait pour envisager les spécificités du management pendant une crise comme celle que nous vivons actuellement. Voilà. Alors, on a coutume de parler de trois familles de dangers pour parler des risques psychosociaux. Tout d'abord, les défaillances de l'organisation du travail, les violences des relations humaines, les difficultés des conditions d'emploi, qui sont en temps normal responsables du stress et qui plus est aussi en temps de crise, bien sûr. Le stress grandit en sourdine et peut entraîner les salariés dans une dégringolade avec des dommages en termes de santé autant sur le plan psychologique que le plan physique. Alors, les contraintes et défaillances de l'organisation peuvent s'avérer stressantes. Pourquoi ? En fait, parce que elles sont trop nombreuses et qu'elles durent dans le temps. Alors, dans notre situation de crise actuelle, le fait est que les contraintes sont encore plus nombreuses qu'à l'accoutumée et voilà. Du coup, on a effectivement d'emblée, on comprend pourquoi il peut y avoir plus de stress dans ces situations. En ce qui concerne la violence et le stress qui va avec, en fait, habituellement, la violence, on la détecte à un premier niveau, celui des incivilités, ne pas dire bonjour. Bon, on est dans une société un petit peu anonyme, on ne connaît pas forcément son voisin, voilà, on a des distances humaines qui n'existaient pas avant, et donc c'est plus ou moins bien vécu. Et le fait de ne pas dire bonjour, effectivement, sans forcément qu'il y ait une animosité quelconque, peut être ressenti comme quelque chose de désagréable. Et donc c'est effectivement un premier palier de violence. Bon, je vous laisse voir le petit inventaire que je vous propose. Dans ces temps de crise, effectivement, on va avoir des personnes qui vont être plus stressées qu'à l'accoutumée, du fait des contraintes qu'ils peuvent avoir dans le cadre de leur travail, du fait de leur situation personnelle, du fait éventuellement de leur caractère aussi, des gens qui peuvent être en proie à la peur. Tous ces éléments qui vont concourir à faire que la personne soit moins à même de gérer son self-control et donc peut l'amener à un franchissement de paliers de violence. D'ailleurs, par les temps qui courent,
enregistre une recrudescence des agressions des gens qui travaillent. Hein, les salariés qui sont en contact avec le public, effectivement, sont parfois malmenés parce que voilà, il y a un stress plus important qu'en temps normal et des pertes de patience, des choses comme ça. Je vous renvoie sur le site de l'INRS, l'Institut national de recherche sur la sécurité, qui peut vous proposer plein de ressources sur tous les risques professionnels et en particulier sur la question de la violence dans les contacts avec le public. Quelques remarques sur la violence. Donc la violence peut être un événement fort et unique, hein, comme une agression, ou alors des situations répétées de micro-violence. Le fait effectivement de multiplier ces incivilités, des agacements, des gestes humiliants, des choses comme ça, vont effectivement mettre en stress les personnes qui en sont victimes. Donc ces violences peuvent être internes, donc perpétrées par des salariés, ou externes, donc par des personnes extérieures à l'entreprise. La troisième famille de dangers est constituée par les conditions d'emploi difficiles. Donc le contexte socio-économique global, l'environnement physique et la conciliation vie privée, vie professionnelle. Alors évidemment, cette troisième famille de dangers, par les temps qui courent, elle est très, comment dire, très concernée. Hein. Le contexte socio-économique global, ben voilà, il est très très bousculé. L'environnement physique de travail des salariés peut l'être également du fait des consignes de protection et de distanciation sociale. Et puis la conciliation vie privée, vie professionnelle peut être aussi impactée pour tous les gens qui sont en télétravail ou en chômage partiel, puisque bah voilà, il y a potentiellement des enfants à la maison, il y a l'impératif pour certains donc de travailler dans des conditions pas forcément toujours, des conditions matérielles pas forcément toujours optimales, et donc voilà, on a une multitude de sources de stress dans cette famille de dangers. Alors, l'inventaire des facteurs de risque psychosociaux, ça pourrait être intéressant de le regarder. C'est un document que vous pourrez visualiser sur le site après l'intervention. Donc c'est un outil qui a été conçu par MT71 et qui reprend, à la lumière des travaux les plus pertinents sur la question des risques psychosociaux, qui reprend tous les éléments qui concourent à faire émerger et grandir le stress dans le cadre du travail. Donc c'est un outil qui peut vous permettre aux managers que vous êtes de repérer les travers qu'il va falloir que vous évitiez, et puis qui peut aussi servir à réfléchir à ce que vous allez mettre dans votre document unique et pour construire votre politique de prévention. Alors, au-delà de cet inventaire qui reprend des facteurs sur le travail, l'organisation du travail, les relations interpersonnelles sans lien hiérarchique, les relations interpersonnelles avec les liens hiérarchiques, les conditions d'emploi, l'ergonomie, etc. Au-delà de ces éléments-là, on a des situations spécifiques qui sont reconnues aujourd'hui comme des situations à risque majeur, notamment la dispersion sur plusieurs sites des équipes, hein, qui va compliquer considérablement la coordination, le travail qui va exiger un contact avec le public. Et donc oui, on en a parlé pour dire qu'il y avait une recrudescence actuellement. Et puis les changements majeurs que l'entreprise peut avoir à vivre, les fusions d'entreprises, les absorptions, les réorganisations pour différents motifs, y compris pour motif de crise Covid-19, les modifications de réglementation qui peuvent impacter considérablement le travail et malheureusement souvent le compliquer, les changements de système informatique, ça c'est des grands moments, ou des changements de process également qui vont être des situations spécifiques reconnues à risque majeur. Dans ma petite liste, effectivement, je vais devoir ajouter un quatrième point désormais. Donc, effectivement, j'y avais pas forcément pensé, mais les épidémies, les pandémies sont des situations à risque majeur. On est tous en train de l'éprouver.
Et puis il y a les situations personnelles reconnues stressantes qui viennent se fondre avec le stress professionnel. Hein. Donc c'est des situations de décès de proches, de divorce, des situations de maladie, de problèmes financiers, de déménagement, ou des situations pourtant avec des événements heureux du genre l'arrivée d'un enfant qui vient bousculer le rythme familial, le fait d'entamer une relation amoureuse, ça peut être aussi déstabilisant et stressant. Et voilà, donc ce stress que les personnes vont avoir dans leur sphère professionnelle va s'ajouter au stress ressenti dans le cadre des situations professionnelles. Hein. On est une entité unique et uniforme, et donc il n'y a pas de division et d'étanchéité entre ces deux sphères. Donc si bien que voilà, on va avoir un taux de stress au final quand tout va mal, quand tout s'emballe, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, on peut avoir des gens qui soient vraiment très mal. Alors, un petit mot sur la crise. Bon, le propre d'une crise, c'est de nous précipiter brutalement dans une configuration où on perd la maîtrise de la situation, ou une situation où on a une moindre maîtrise. On est dans une société où on estime maîtriser beaucoup de choses, le lancement de fusées, le décollage des avions, les situations économiques, la gestion d'entreprise. Voilà, il y a des spécialistes, il y a des experts qui sont pointus dans leur domaine respectif et qui font que voilà, on est sécurisé et on avance sereinement. Sauf que voilà, quand une crise arrive, en général, on est prévenu ou pas, ou très peu de temps avant, et on n'a pas toujours tous les éléments pour bien comprendre les sources du problème, les solutions qui le régleraient et la durée du problème. Du coup, on est effectivement dans un phénomène complètement subi, et on sait bien que quand on subit les événements de la vie, on est en proie au stress. Qui plus est, donc toutes ces incertitudes compliquent tout, et voilà, c'est assez intense à vivre, et on constate que la crise va engendrer des organisations dans le cadre du travail, par exemple entre guillemets, le simple fait d'avoir à organiser une distanciation sociale peut contribuer à être compliqué dans certaines entreprises, mettre des sens de circulation, etc. Voilà, ça génère en chaîne des complications, des désorganisations, et donc des règles, des priorités qui deviennent obsolètes, et l'impératif de devoir ajuster ou des fois carrément de réviser complètement les façons de faire. Il n'y a aucun livre, aucun expert qui sait répondre, et qui plus est, on est dans une configuration d'infobésité, comme on dit maintenant, c'est-à-dire un excès d'informations de toutes sortes, sachant qu'en plus, comme on est dans un contexte d'incertitude, il y a des informations contradictoires, et il faut faire le tri, il faut essayer de surnager dans tout ça. Donc la crise va obliger tout un chacun à s'adapter à une nouvelle réalité, mobiliser notre flexibilité cognitive pour analyser au mieux les situations avec de nouvelles lunettes, et puis donc accepter de la situation, et accepter de devoir prendre des décisions dans un environnement où on n'a pas toute l'information, où elle est incomplète, où elle varie d'heure en heure des fois, et puis avec un impératif d'agir, parce que rien ne serait pire, à mon avis, que d'attendre d'avoir les bonnes informations pour décider de choses. Donc, pour moi, l'attentisme va poser beaucoup de problèmes, posera beaucoup de problèmes humains et même économiques et de gestion.
donc le conseil de créer ces solutions, créer des solutions. S'adapter, c'est ça en fait, c'est de mobiliser ces ressources pour trouver des éléments de solution. Bon, une solution qu'on a tous vue, c'est on n'a pas de masque, donc on va en fabriquer. Bon, voilà, pourquoi pas. Hein, dès lors qu'on réfléchit un petit peu à faire les choses bien, ça peut peut-être pas être complètement équivalent à un bon masque, mais c'est mieux que rien. En mode dégradé, il faut peut-être pas mettre la barre trop haut et se priver d'éléments aidants de cette nature. Alors pour le manager, donc la situation est un petit peu épouvantable, on va dire. Hein. Le manager doit savoir, pour bien guider ses collaborateurs, il doit savoir plein de choses. Il doit leur montrer les repères, il doit les guider. Et là, en l'occurrence, il y a tellement d'incertitudes et de stress, donc le stress des autres et le sien, que la tâche de management peut être particulièrement complexe. Alors effectivement, je vous parle d'une manière générale, sans distinction d'entreprise, de secteur d'activité et d'autres détails. Tout le monde est naturellement pas logé à la même enseigne, mais le fait est que ces incertitudes-là, à mon avis, elles impactent même les entreprises qui sont les plus protégées, entre guillemets, si tant est qu'il puisse y en avoir par les temps qui courent. Mais le manager, un manager lui-même, sauf si c'est l'employeur, la direction de l'entreprise. Donc ça veut dire que les managers appartiennent à une ligne hiérarchique, et donc cette ligne hiérarchique, elle doit être solidaire, cohérente et surtout en temps de crise. C'est évident que la dispersion, l'énergie diffuse, ça peut être compliqué et pas rendre du tout service à l'entreprise et aux salariés. Donc, les adaptations du management pendant la crise actuelle, donc les quelques repères. Donc, le manager, vous aurez compris, c'est l'homme ou la femme de la situation, hein, presque. Hein. C'est-à-dire que, en tout cas, on attend après lui qu'il dise des choses, hein, qu'il redonne des repères, voilà, on va l'écouter. On a des fortes attentes. Le virus et le confinement sont deux phénomènes subis, on l'a dit. Les facteurs de stress se révèlent pour certains et d'autres s'accentuent. La peur, ça peut être une nouvelle donne dans l'entreprise, hein, la peur d'être contaminé, la peur de perdre son emploi. La désorganisation du travail, pour peu que le travail ait été pas plutôt bien organisé jusque-là, le fait est que ça peut se dégrader sur ce plan-là. Et puis ce qui vient se rajouter dans notre contexte actuel, c'est que on observe dans beaucoup d'entreprises un éclatement du collectif de travail, avec une coexistence potentielle de différents statuts de salariés avec des contraintes propres, du genre les travailleurs sur site avec une peur de contamination et puis à devoir subir des problématiques de désorganisation. Les télétravailleurs vont être confrontés globalement à des problématiques d'isolement et de conditions de travail pas toujours optimales. Et les chômeurs techniques vont être aussi dans l'isolement avec des inquiétudes pour leur emploi. Sachant que l'inquiétude pour l'emploi, elle peut aussi malheureusement émerger chez les travailleurs et les télétravailleurs, parce que voyant la situation de leur entreprise, pour certains, c'est des grandes questions, des grands points d'interrogation. Donc face au collectif de travail rudoyé, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les managers doivent redoubler d'attention, faire plus et mieux que d'habitude en matière de gestion des risques psychosociaux. Alors évidemment que ça va passer par l'attention portée aux collaborateurs. Cette attention portée aux collaborateurs, c'est une marque de reconnaissance. C'est une marque de reconnaissance qui va être importante au présent et au futur. Les salariés, les collaborateurs vont se rappeler que voilà,
qu'on s'est occupé d'eux, qu'on leur a dit. Et si jamais il y a manquement par rapport à ça, ils vont se rappeler aussi. En temps normal, je peux, dans le cadre de mon activité de psychologue du travail au sein de MT71 pour le compte des adhérents de MT71, je peux constater qu'effectivement, des fois, les collaborateurs, quand on les écoute, vont pointer des manquements de leur management par rapport à l'attention portée dans certaines circonstances. Et donc, c'est vrai que c'est toujours très, très difficile de parler de reconnaissance des collaborateurs et de savoir quoi faire pour que cette reconnaissance soit ressentie de la part des collaborateurs. Le fait est que là, on a des circonstances qui peuvent porter à générer cette reconnaissance qui fait parfois souvent défaut. Le deuxième point important sur lequel il faut aussi bien travailler, c'est la communication. La communication, c'est très difficile en entreprise. Toujours, on estime que le staff peut mieux faire, qu'on n'a pas assez d'infos, que pourquoi on ne nous dit pas, pourquoi on ne dit pas tout, pourquoi. Voilà, bon, évidemment que dans une situation de crise, ça prend encore une dimension supplémentaire. Ce qu'on peut dire, c'est que la direction, le pilote, il a vraiment un rôle important parce que c'est de lui qu'on attend des choses, un discours, des repères, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il voit, et puis donc toute la ligne hiérarchique qui reprend en cohérence, c'est mieux, le discours de la direction. Le tout étant de rassurer par différents et tout moyens pour que les salariés soient dans une sérénité maximale compte tenu des circonstances. Alors, on va zoomer sur chacun des statuts des salariés actuellement. Donc, les travailleurs sur site, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'être protégés d'abord. Là, le virus, il est abstrait, il est partout. On nous dit qu'il faut beaucoup se laver les mains, qu'il faut respecter les distanciations sociales, qu'il faut peut-être des fois porter des masques. Voilà, on nous dit plein de choses. Il faut qu'en entreprise, il faut que les managers soient à même de pouvoir organiser le mieux possible toute la mise en place de ces protections de façon à ce que les salariés ressentent une sécurité pour venir travailler. Donc ça vaut le coup, une fois qu'on a bien travaillé à essayer de sécuriser tout, d'écouter les retours, d'écouter comment les salariés apprécient les mesures prises, et puis d'écouter aussi leurs demandes. Des fois, ils peuvent aussi craindre, dans certaines situations très particulières, très exceptionnelles, craindre voilà, pour leur santé, et c'est possible qu'on ait oublié de sécuriser un endroit, on a oublié des petites choses, donc ça vaut le coup de dialoguer avec les collaborateurs pour trouver une adhésion, pour les rassurer et pour éviter au final des défections, parce qu'au final, quelqu'un qui va monter en angoisse, en anxiété, à un moment, il viendra plus travailler. Et dans certaines entreprises, si j'ai bien compris, voilà, ça peut poser problème si des gens qui sont entre guillemets en capacité de venir travailler ne viennent plus. Donc, si on peut éviter ces défections et éviter un trop grand taux d'anxiété, ça peut être bien pour la santé. Concernant l'organisation du travail, donc l'explicitation des nouvelles consignes, des nouveaux repères, ou confirmer ceux qui sont encore en vigueur, de bien consolider les choses, de bien clarifier, là aussi de demander un feedback pour savoir si les gens ont bien compris, de suivre sur le terrain, de vérifier si effectivement tout le monde est en mesure de bien faire comme on pense qu'il fait.
Saluer la souplesse des collaborateurs qui acceptent de s'adapter, par exemple d'accepter de nouvelles fonctions pour dépanner, de remplacer des collègues. Donc ça, voilà, c'est une forme de reconnaissance qu'il faut évidemment pas bouder. Hein. Les collaborateurs, ça peut aussi leur coûter que d'avoir à se déstabiliser et à accepter de travailler sur d'autres missions que les leurs habituellement. Donc le management, il va privilégier les contacts physiques. Alors oui, j'ai osé le dire, hein, malgré les consignes de distanciation sociale, je persiste et je signe que les contacts physiques, avec évidemment cet impératif de rester à distance, doivent se poursuivre. Parce que bon, le fait est qu'on peut se parler par téléphone ou par mail, et le fait est qu'on peut capter par téléphone le ton de la voix, les silences, les soupirs, tous ces signes qui vont renseigner sur l'état psychologique de la personne, sur son degré d'agacement, son degré de son état général. Mais il n'empêche que voilà, le contact physique, ça aussi, c'est plus pointu pour permettre de la détection des signaux. Et puis, après tout, les collaborateurs sont sur le terrain avec les risques, même s'ils sont protégés, avec les risques qu'on connaît, et donc quelque part, ne pas voir leur manager sur le terrain, voilà, ça peut être un petit problème tout de même pour eux de voir comment qu'on les envoie entre guillemets au casse-pipe et que le manager reste dans son bureau ou reste chez lui. Pour ceux qui reprennent après une période de confinement, là, il y a peut-être aussi à rassurer parce que tout d'un jour à l'autre, on va confronter des personnes à reprendre une vie peut-être pas complètement normale. Hein. À l'heure du déconfinement, on n'a pas encore tout bien réfléchi, mais voilà, on leur dit aujourd'hui il y a des risques, restez chez vous, et puis d'une minute à l'autre, on peut leur dire vous pouvez revenir. Donc voilà, selon les personnes, selon les caractères de chacun, l'histoire, etc. Tout le monde ne va pas forcément reprendre le chemin de l'entreprise avec le même entrain. Hein. Et donc, voilà, si on peut rassurer à distance, ça peut faciliter le jour J. Les télétravailleurs. Alors, les télétravailleurs. Donc, ce télétravail, c'est pas toujours organisé dans les meilleures conditions. Hein. Souvent, il a été improvisé parce que, voilà, on n'a pas trop vu venir toute cette crise. Et pour certains, c'était une première. Donc, bon, voilà, c'est déstabilisant. Pour l'employeur, les obligations de préserver la santé physique et mentale s'appliquent aussi aux télétravailleurs, c'est-à-dire que le contrat de travail n'est pas suspendu. Hein, faut préserver la conciliation vie privée et vie professionnelle, par exemple. Sachant que quand en situation de télétravail, c'est un petit peu plus compliqué. Après, il y a des choses à faire, à imposer, par exemple, une déconnexion. Hein, on observe pour certains, peut-être pas tout le monde ne réagit pas pareil dans la situation de télétravail, mais pour certains, il y a une hyperconnexion. Pourquoi il y a une hyperconnexion? Parce que il peut y avoir une culpabilité à se sentir moins performant et donc du coup à en faire plus pour compenser, pour essayer de compenser. Mais c'est peut-être pas une bonne idée parce que voilà, à rester concentré sur son travail plus que de raison, à un moment, voilà, la personne prendra pas suffisamment de temps de détente et on est globalement dans un contexte stressant qui fait que c'est important de décompresser et de souffler. Donc le manager à distance, il peut imposer des choses pour la santé des collaborateurs, encore une fois. Donc il faut adapter le management, bien sûr. L'idéal serait de codéfinir les modalités du télétravail. Bon, alors le télétravail, il est lancé, donc mais bon, il est jamais trop tard pour bien faire.
C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'avant de commencer, il aurait été bien d'étudier la possibilité du télétravail. Il y a peut-être des collaborateurs qui sont dans l'impossibilité de travailler quand on a des enfants en bas âge, des connexions en milieu rural qui sont pas forcément toujours très performantes, des espaces de vie qui étaient pas prévus pour un travail, etc. Voilà, c'est pas facile, ça peut être une source de stress assez considérable. Il y a le fait de devoir donner des objectifs ou de les réajuster, bon, d'essayer de réfléchir un petit peu à faire au mieux, hein, bien sûr, sur ce plan-là, ne pas lâcher les personnes dans la nature sans leur donner quelques repères en termes de tâches à accomplir, d'organiser des contacts pour suivre. Alors, c'est délicat, bien sûr, il faut pas tomber dans un excès, surtout s'il y avait des conflits préexistants au confinement. Là, vous pourriez risquer d'être accusé de harcèlement moral. Donc, voilà, il faut garder raison. Mais il ne faut pas abandonner la personne non plus pour autant, même s'il y avait des soucis relationnels antérieurs au confinement. Donc voilà, on est dans de la mesure toute subjective. Il n'y a pas deux cas qui se ressemblent, donc on ne va pas pouvoir plaquer des recettes toutes faites, bien sûr. Mais voilà, il faut en tout cas maintenir un lien. C'est d'une manière ou d'une autre maintenir un lien avec tous. Donc il faut vraiment que vous puissiez bien intégrer cette donnée-là, hein, de façon à réduire la distance autant que faire se peut. Suivre et puis réajuster si nécessaire la charge, la répartition du travail, parce que effectivement, à distance, la charge peut être différente. La sous-charge, par exemple, un salarié en sous-charge va pas forcément se manifester, vous informer de sa sous-charge. Les situations de sous-charge, c'est aussi stressant qu'une situation de surcharge, donc ça vaut vraiment le coup de le détecter et puis donc pouvoir répartir le travail, animer l'équipe à distance, hein, favoriser les échanges, soigner le collectif de travail parce qu'il faudra revenir travailler, il faudra continuer des bonnes relations dans le cadre de ces collectifs. Donc, le manager, il a son œuvre à faire de ce côté-là. Vous allez sur Internet, vous allez avoir des tas d'idées pour organiser des cafés virtuels, des concours de jolies pantoufles, enfin voilà, des choses qui vont alléger un petit peu l'atmosphère, on va dire, et qui vont permettre de garder un lien et puis de, mine de rien, au travers de ces éléments ludiques, de capter l'état des troupes, en fait, et puis de détecter si quelqu'un était en mauvaise posture. Tout comme, ça c'est peut-être plus marginal, de réagir face aux révélations de problématiques personnelles. Vous avez dû entendre, comme moi dans les médias, l'augmentation des violences familiales. Bon, voilà, vous ne serez pas forcément confronté à ce genre de problème, mais voilà, faut rester vigilant parce que rien n'est pire que d'avoir vu et de n'avoir rien fait. Voilà. Alors, vous ne serez pas forcément en capacité de faire grand-chose, mais au moins de peut-être prêter une oreille si la personne veut parler, ou en tout cas de signaler, de réorienter auprès des services compétents. Concernant les chômeurs techniques, donc leur contrat de travail est certes suspendu, mais il y a une nécessité de communication ponctuelle adaptée, donc une communication qui va donner des informations honnêtes, transparentes sur la situation propre de l'entreprise. Donc là encore, c'est le pilote qui doit s'y coller en premier lieu. Hein, donc le pilote qui normalement voit l'horizon va être capable de donner des informations plus ou moins dans cette période d'incertitude, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on attend de lui et les managers vont se faire écho de ces informations pour là aussi rassurer, donner une perspective aux collaborateurs.
En résumé, donc la crise actuelle va accentue les 3 familles de dangers, hein, donc sur le plan organisation, sur le plan relation et puis sur les conditions d'emploi. Ces conditions sont bien pires que les conditions de la crise 2008, hein, puisqu'en 2008, bon, cette crise financière, elle avait, elle avait impacté de façon euh, plus de façon sous-jacente, on va dire, hein, et le travail n'était pas bousculé de plein fouet comme il a pu l'être là dans le cadre de cette crise. Donc il y avait là présentement on a beaucoup de contraintes. Si vous prenez le temps de regarder l'inventaire des facteurs de risque psychosociaux que vous aurez sur le site, vous allez voir que vous allez pouvoir dans certaines situations cocher un nombre impressionnant de cases. Et ça montre bien qu'effectivement, il y a beaucoup de contraintes, que les conditions d'emploi sont rudes, d'où le self-control de tout un chacun mis à l'épreuve par le stress qui ronge, hein, et donc l'énergie à mobiliser. Et c'est sans compter sans la peur qui peut envahir à un moment ou à un autre. Hein. Bon, j'ai vu des gens qui, effectivement, au début de la crise, se comportaient de façon normale et même étaient un petit peu triomphants en disant qu'ils n'avaient même pas peur. Et puis, quelques semaines plus tard, c'est plus la même chose du tout. Et donc, c'est important de voir les dégradations, la dégradation des états des personnes aussi, hein, d'où nos conseils de vigilance et surtout d'action pour la santé au travail de tous. Voilà. Alors, je crois que j'ai fini. Alors, pas complètement, puisque je vous donne comme information donc l'organisation de groupes d'échange, de groupes de parole qui vont se mettre en place, je pense, dès la semaine prochaine. Hein, donc, restez, si vous êtes intéressé par ces groupes, restez attentifs sur le site, on vous communiquera. Voilà, merci de votre attention. Donc, on va passer aux questions. Je vais me faire aider par ma collègue Eva, qui va pouvoir me signaler les questions que vous vous posez. Alors, on a une question. Effectivement, au sein d'une société, il y a du personnel qui est et en présentiel et en télétravail. Et puis, il y a aussi des salariés qui sont en activité partielle, au chômage partiel. Donc, c'est pas simple d'apaiser un climat où il y a des sensations d'inégalité en ce moment. Et certains employeurs, en fait, disent que finalement, le risque de contamination est presque occulté par ce climat social qui est assez destructeur et pesant. Quel conseil, toi, tu aurais à donner d'expliquer quand les décisions étaient prises de mettre certains en chômage et d'autres en télétravail, voilà, il y avait des raisons sûrement bien précises que tout le monde ne connaît pas. Ce que j'observe, c'est que effectivement, dans les entreprises, les gens savent pas qui travaille pas, qui est en chômage. Donc ça voilà, ça brouille. Peut-être que de jouer la transparence et de dire voilà, de diffuser même peut-être la liste des salariés qui sont en télétravail et donc on va pouvoir joindre, la liste du personnel qui est encore sur site et puis la liste du personnel qui est en chômage. Peut-être pourrait contribuer à montrer que c'est transparent, qu'on cache pas, qu'on fait pas les choses pour faire du favoritisme ou voilà, c'est fait de façon rationnelle et avec des arguments, peut-être. Alors, s'il n'est pas trop tard, parce que là, quand il y a des phénomènes de rumeurs, de rancœur qui s'installent, des jalousies, des choses comme ça, après, c'est très, très difficile de rétablir les choses. À la limite, c'est vrai que c'était peut-être avant qu'il fallait peut-être... mais bon, c'est peut-être pas trop tard, ça dépend des contextes. On a à nouveau une question sur le télétravail. Comment le manager peut rassurer par rapport à cette culpabilité que le salarié peut avoir d'être moins productif? Et à l'inverse, comment est-ce qu'on peut faire confiance à un salarié qui télétravaille?
Alors, comment faire confiance et par rapport à la diminution de la productivité. Bah, par rapport à la moindre performance en télétravail, bah, c'est que le manager, je suggérerais que le manager, au détour d'une phrase, évoque le sujet, tout simplement, en disant, voilà, je t'ai demandé de faire ça, mais oui, je sais très bien qu'en télétravail, on n'est pas dans les mêmes conditions et que peut-être bien t'en feras moins, ou voilà, de le dire naturellement, sans que ça soit finalement un élément tabou entre eux. De dire oui, c'est acquis, on va faire ce qu'on peut, et puis voilà. Après, par rapport aux aspects de confiance, bon, le télétravail, bah, la confiance n'exclut pas le contrôle, hein, c'est-à-dire que il peut y avoir quand même, alors je suis pas une grande technicienne, mais j'ai cru comprendre quand même que les informaticiens étaient à même de pouvoir voir les connexions des personnes, donc bon, ça peut être un élément. Après, voilà, si on demande une tâche précise à la personne, même s'il y a un rendement, une performance moindre, au bout d'un moment, le travail doit être fait. S'il n'est pas fait, bah, il faut s'en expliquer. Il y a peut-être une raison. Voilà, mais c'est vrai qu'après, il faut faire confiance. Parce qu'alors, c'est vrai que si les gens sont en télétravail et que le manager n'a pas confiance et ne joue pas le jeu aussi de cette confiance, ça va être assez épouvantable pour lui, hein. Et puis au final, ça risque d'être dommageable dans la relation qu'il va avoir avec ses collaborateurs à terme. Alors oui, un compte rendu on me souffle donc le compte rendu d'activité hebdomadaire, c'est tout à fait, c'est basique, mais c'est effectivement très facile à mettre en place, et c'est une bonne base de discussion. Après, voilà, le manager va prendre connaissance du tableau, peut s'étonner de certains éléments, il est en droit de s'étonner, c'est pas tabou non plus. Il peut demander des explications, pourquoi telle tâche, parce que il n'avait pas demandé. Enfin voilà, c'est une base de dialogue, ça permet et c'est encore en dialoguant qu'on arrive à se comprendre, hein, donc normalement. Ça va mieux avec un dialogue sur des éléments factuels. Alors, comme le dit Delphine Deschamps, effectivement, le travail implique en postulat de base la confiance envers les collaborateurs. C'est ce que tu décris, la confiance de base. On a une autre question également sur les premiers retours ou partage d'expérience sur les risques liés au déconfinement et à l'activité et à la reprise en fait de cette activité post-crise, sur la stigmatisation, la reprise non progressive, le changement des exigences et des référentiels aussi finalement. Alors, je me suis pas encore projetée dans cet univers-là. J'avoue qu'il va falloir que j'y réfléchisse et que j'écoute aussi les retours d'expérience des entreprises, hein, parce que ce que je vous dis là, je vous le dis parce que pardon, je vous le dis parce que je l'ai expérimenté, je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai lu, voilà, j'ai pu rassembler un certain nombre de données. Concernant les expériences de retour au travail, c'est encore timide, hein, donc, mais il va falloir effectivement qu'on se pose rapidement les questions, les bonnes, pour essayer rapidement de faire au mieux aussi. Et donc là, dans le dialogue, dans la transparence, dans l'explication, mais c'est sûr que là, oui, il va y avoir des choses complètement désorganisées, des salariés qui vont arriver, qui vont pas retrouver leur poste comme il était, qui vont pas retrouver la mission qu'ils avaient, et puis des gens qui vont rien retrouver du tout, hein, c'est-à-dire que l'entreprise va être en difficulté et va devoir les licencier. Ça, c'est aussi des scénarios qui vont se dérouler. Il y a tout ça à envisager. Ça pourrait être d'ailleurs l'objet d'un prochain webinaire aussi, ça. Eh ben oui, parfaitement. Voilà. On vous soumet l'idée en direct. Là, j'ai déjà beaucoup parlé, donc si j'avais aussi parlé du déconfinement, cette fois, vous n'auriez pas pu poser vos questions. Alors, on a un partage d'opinion également, disant que le télétravail ne supprime ni le contrôle, ni le reporting, et encore moins le contact
Donc, Madame Bien Beignet d'accord, nous dit qu'elle garde contact avec tous les collaborateurs, tous les jours, bien par sûr. mail ou par téléphone, et bravo. Oui. Justine Simon nous dit qu'il n'est pas obligatoire de rendre compte, enfin, nous demande plutôt, pardon, s'il est obligatoire de rendre compte sur l'activité que l'on exécute en télétravail et sur site en cas de contrôle. Alors ça, je pense que c'est plutôt une question juridique pour le coup. Contrôle des autorités de l'État. Contrôle. Après, oui, elle me dit oui. Ouais. Donc les autorités de l'État qui vérifieraient des situations de télétravail. Alors pour quelle raison? À préciser effectivement si vous le pouvez, Madame Simon. Parce qu'à mon sens, alors là oui, si c'est une question juridique, ça va sortir de mon champ. Il y aura surtout des contrôles sur le chômage partiel, s'il est vraiment licite ou pas, plus que le télétravail, à mon sens. Oui, il ne faut pas effectivement distinguer les situations de télétravail et les situations de chômage technique. Là, pour le coup, sur le chômage technique, les autorités de l'État ont tout à fait le droit de venir vérifier ce qu'il en est véritablement, c'est clair. Sur le télétravail, on était plutôt sur le rendre compte à son manager. Le rendre compte de son. Est-ce que c'est une obligation? Bah ça, c'est entre le manager et les collaborateurs. Bon. C'est sûr que ça dépend aussi de la relation que vous avez avec vos collaborateurs. Si vous vous connaissez bien, si la confiance est totale, voilà, la vérification entre guillemets va prendre une autre forme que si vous collaborez depuis 6 mois seulement et que vous découvrez la personne. C'est pas la même chose, évidemment. Alors, Madame Beignet nous dit, dans ma société, on consigne dans les pointages si les personnes sont sur site ou alors en télétravail pour garder une trace, tout simplement. Oui, oui. Alors, Magali Saunier nous dit qu'en tant qu'infirmière en entreprise, elle se demande en fait comment elle peut aider les managers dans cette gestion du stress avec toute l'écoute et la bienveillance. Et ben voilà. C'est exactement ça. C'est ça, de l'écoute. Voilà, quand on ne sait pas comment on peut aider les gens, bah on les écoute déjà parce que des fois dans ce qu'ils ont à dire, on va détecter des besoins s'ils ne les expriment pas de façon explicite. Voilà, à un moment, la personne qui vient et qui a du mal à trouver ses mots, qui est en panique, à un moment, l'infirmière, peut-être, elle va dire, mais il faudrait que tu t'arrêtes. Et ça sera une vraie bonne solution à suggérer. Puis des fois, les personnes ont besoin qu'un professionnel de santé leur permette, entre guillemets, de s'arrêter. Ils sont dans un rythme effréné, dans une situation dans laquelle ils s'enferment, ils n'ont pas tellement de recul, et puis à l'occasion d'un dialogue avec quelqu'un qui a suffisamment d'écoute, voilà, le terrain devient tout d'un coup favorable pour leur dire mais vous êtes en situation difficile, vous avez le droit de vous arrêter, il faut vous arrêter. Et c'est vrai qu'un manager en stress, un manager en panique, c'est un sacré danger. Parce qu'en fait, le stress c'est contagieux et donc il fera pas du bon boulot de manager. Donc le manager en stress, il s'arrête et il se repose, il se détend et il revient pour reprendre sereinement, enfin tout au moins aussi sereinement que possible. Il revient pour reprendre du service et accompagner ses collaborateurs. On n'a pas d'autres questions pour l'instant sur le chat. En avez-vous d'autres qui vous viendraient? A priori, non. Très bien. Alors, merci à tous pour votre participation et puis alors peut-être à bientôt pour une nouvelle thématique autour du déconfinement. Merci.